Alors, on va poursuivre avec le témoignage de deux marques qui sont présentes justement sur Google Home et Alexa, avec donc Stéphanie d'Air France et Clémence des Échos.fr. Donc, je vous invite à vous installer. On va prendre le temps, sur une petite quinzaine de minutes, de pouvoir un peu revenir sur vous, votre expérience, comment est-ce que vous avez mis en place justement et développé et déployé l'application vocale. Justement, toi Stéphanie, dont la relation client est un peu au cœur des enjeux d'Air France, est-ce que développer l'application vocale a été une évidence dès le départ, donc il y a à peu près 1 ou 2 ans où on a commencé vraiment à voir émerger les enceintes connectées? Alors oui, pour Air France, ça a été une évidence, mais il faut savoir que le digital chez Air France, on a une priorité qu'on répète depuis maintenant quelques années. On veut être là où est le client. Donc on était pionniers sur les médias sociaux, les premiers à lancer sur Messenger tout ce qui est l'envoi des cartes d'embarquement et les interfaces et l'interaction avec le client. Donc de la même façon, on voulait être pionniers sur la voix. Donc ça fait vraiment partie de notre stratégie. Quand on parle du digital, donc il y a au lancement, on reprenait l'historique. Donc dans les années 90, quand on a lancé Internet, le focus pour tout le monde, c'était vraiment la vente. Nous, aujourd'hui, le digital chez Air France, l'enjeu, c'est plus la vente, c'est de changer, de révolutionner le servicing et le parcours du client. Donc vraiment, Air France veut être présent à toutes les étapes du parcours et du voyage client pour pouvoir interagir avec lui, l'accompagner, répondre à ses questions. Donc de ce point de vue-là, on sait que la voix, et on l'a vu, les chiffres sont clairs, il y a des enjeux très importants, la croissance est considérable. Ça peut être, et on en est bien conscient, pas simplement les enceintes connectées, mais bien le téléphone. Et nous, pour nos clients qui sont particulièrement en mobilité par définition, c'est vraiment important d'être là et de pouvoir répondre à tout moment. Donc oui, c'était un enjeu très clair, pas un gadget. Et puis les cas d'usage ou l'exemple qu'on cite souvent, c'est le client qui est chez lui la veille de son départ, occupé en effet à faire ses bagages, à courir à droite à gauche, et qui veut juste les dernières informations sur son vol ou la météo à destination, savoir voilà, l'heure exacte, de quelle porte d'embarquement, quel terminal, donc toutes ces informations. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a concentré nos efforts. Puisque pour le moment, de toute façon, on le verra, il n'y a pas de paiement possible encore, de transaction possible via Google ou via Alexa. Oui, pour l'instant, il n'y en a pas. Et même si au début, on hésitait à se positionner là-dessus, ce qu'on a fait, on a fait beaucoup d'ateliers avec nos clients et on a vu que ce n'était pas du tout leurs attentes. Pour l'instant, ils ne sont pas prêts à payer par la voie un billet d'avion. Après, le billet d'avion, ce n'est pas forcément le produit le plus simple non plus. Donc les enjeux n'étaient pas sur le paiement et sur l'achat. Clémence, en tant que média, vous êtes challengée ces dernières années tant sur la partie contenu que sur la partie un peu justement business model et monétisation. En quoi est-ce que justement le vocal commerce, ou en tout cas l'assistant vocal, vient à nouveau challenger toute cette partie création de contenu? Alors c'est sûr que c'est quelque chose de nouveau pour nous parce qu'en plus aux Échos on est plutôt un média écrit. Alors on a déjà eu à se frotter à la vidéo il y a quelques années. Parce que ce sont des nouveaux usages et que l'idée est vraiment, on a fait une application mobile, on a développé la vidéo. Bon, d'abord, on a créé un site internet à l'origine. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller là où sont nos lecteurs et de ne pas se dire ah bah non, on est les Échos, on a un journal papier qui marche très bien, donc on va en rester là. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille vers les usages de nos lecteurs, vers les usages de nos futurs lecteurs. C'est un peu l'idée. C'est aussi pour ça qu'on se lance dans le vocal, aussi bien avec les podcasts qu'avec les assistants vocaux. C'est que d'après ce qu'on peut voir, ce sont plutôt des jeunes CSP+, ou plus, qui utilisent soit les assistants vocaux, soit qui écoutent des podcasts. Et on s'est dit que c'était notre future audience, en fait, actuelle ou future. Par le côté CSP+, et par le côté jeune. On n'a peut-être pas les très jeunes lecteurs, mais c'est eux qui nous intéressent, en fait. Donc pour nous, c'était un peu une évidence. Et aussi avec le côté qu'on essaye toujours d'être dans l'innovation aux Échos. Donc dès qu'il y a quelque chose qui sort et qui a l'air de se développer un petit peu, on essaye. D'abord parce que je pense que c'est important, et c'est important pour toutes les marques aussi, comme pour les médias, d'être très tôt
quand quelque chose de nouveau sort, pour 2 raisons. C'est que d'abord, ça permet d'occuper le terrain par rapport aux concurrents, et puis surtout, ça permet de tester. C'est-à-dire que si vous vous lancez avec 2-3 ans de retard ou juste d'attente en se disant on va voir comment ça fonctionne, comme ça on va sortir un super produit totalement fini, génial et tout. Ok, mais les autres ils auront déjà été là, ils auront pris les places. Donc nous c'est vraiment l'idée on sort avec nos petits moyens. De temps en temps c'est peut-être n'importe quoi. Mais c'est vraiment en test and learn. On essaye, ça fonctionne, on garde. Ça fonctionne pas, on va tester un autre format. Alors justement, comment est-ce que vous êtes structuré, comment est-ce que vous êtes organisé pour pouvoir lancer et développer ces applications vocales? Alors en fait, on a fait 2 façons différentes. On n'a pas du tout travaillé de la même manière avec Amazon qu'avec Google. Pour 2 raisons. C'est que d'abord, ce sont elles-mêmes 2 entreprises différentes qui ne demandaient pas la même chose. Et donc, du coup, nous, on n'avait pas les mêmes besoins. Pour Google Home, on a vraiment créé une application. Donc, vous dites, OK, Google lance les échos. Et là, on a une application donc, qui est une voix automatique, enfin une voix de robot, qui va lire les titres de la une du journal, enfin du site web, donc à l'instant T. Et puis, si vous voulez les dernières informations les plus chaudes, Google va vous proposer de lire les dernières actualités. Donc, il va passer à l'application directe, qui est un flux qu'on reprend de l'application mobile. Pour développer ça, il fallait vraiment qu'on se pose la question des chemins. Qu'est-ce que vont demander les gens? À partir de quel moment on interagit? On parlait de la conversation tout à l'heure. Le robot va interagir avec l'usager et lui dire au fait, t'en as peut-être marre que je te lise les titres les plus importants. Tu veux peut-être les dernières actualités. Donc, à partir de quel moment on propose ça? À partir de quel moment on propose de revenir sur la une? À partir de quel moment on propose aussi, ça a été un peu un choc pour certains journalistes, de quitter l'application. C'est-à-dire que de nous-mêmes, on lui dit « Est-ce que tu en as marre? Est-ce que tu veux partir ?» On s'est dit que c'était important sur un assistant vocal. Et donc, pour faire ça, en fait, on s'est dit qu'en interne, on n'arriverait pas à le faire assez vite parce qu'évidemment, on a décidé à la mi-novembre qu'on voulait une application avant Noël. Parce que sinon c'est pas drôle. Donc on a fait appel à une agence extérieure qui nous a vraiment aidé, qui avait déjà développé des applications vocales. Donc on a fait appel à une agence qui s'appelle Artefact et qui nous a vraiment aidé. Et là du coup c'était beaucoup plus fluide à mon avis et efficace que avec les développeurs en interne où parfois on se lance dans des discussions peut-être un peu longues. Et là c'était vraiment on avait une réunion toutes les semaines et ça a été extrêmement fluide. Et je pense que parfois il faut savoir faire appel à l'extérieur quand on veut se lancer vite sur des nouveaux produits. Donc vous avez mis une équipe dédiée en place autour de laquelle vous avez réuni quoi? Des développeurs, des journalistes? Voilà. Alors en fait, on avait donc cette agence qui était là, qui a créé toute la structure technique derrière, et on avait des réunions avec à chaque fois effectivement le directeur technique, le directeur numérique. Il y avait moi pour la partie rédaction et quelqu'un du marketing, et on se faisait des réunions comme ça 1 fois par semaine. Mais c'était réunion en 1 heure, on avait tel point, et hop, ils redéveloppaient ce qu'il fallait développer. La semaine d'après, ils venaient, ils nous montraient déjà ce qu'ils avaient avancé, etc. Les contenus qui sont disponibles aujourd'hui sur l'application vocale, est-ce que ce sont des contenus qui sont créés exclusivement pour l'application? Est-ce que c'est des contenus qui sont repris du site ou de ce qui est déjà écrit? Alors pour l'application de Google, c'est vraiment des contenus qui sont repris du site et de l'application mobile. Puisque c'est ce que je vous disais, ça lit les titres du site web ou les titres de l'application mobile. Et en revanche, pour Amazon, en fait, ce qu'on a, c'est complètement différent et on a pu le faire en interne parce que c'était beaucoup plus facile à faire, en fait. Au lieu d'avoir toute une application à développer, là, c'était juste, en gros, fournir un flux RSS à Amazon. Donc ça, on était en capacité de le faire. Parce qu'en fait, on a créé une petite capsule qui va s'insérer dans le flash briefing d'Amazon. Donc, Amazon propose aux gens de se créer un flash briefing le matin. Et donc, de dire, je veux par exemple, dans ce flash briefing, la petite capsule de l'équipe, la petite capsule des échos, et je sais pas, la petite capsule de France Info. Donc, nous, on s'intègre là-dedans. Et la capsule qu'on a créée, ce sont en fait les éditos de la rédaction qui sont lus vraiment par le journaliste qui a écrit l'édito, ou plutôt racontés, parce qu'ils ne se contentent pas de lire mot à mot, parce que l'écriture, en plus l'écriture française et à l'écrit est pas très agréable à l'oral, et peut-être que les Américains ont moins de problèmes avec ça, où ils ont une écriture journalistique en tout cas,
qui est plus adaptable à l'oral en mot à mot. Donc nous, on a vraiment un journaliste chaque soir qui lit son édito, on enregistre, on fait un petit montage et le lendemain matin à 7h, c'est disponible sur Amazon. Et ce qui est intéressant, c'est que le pic est effectivement à 7h, comme quoi il y a des usagers qui se lèvent tôt. Et donc on a un pic à 7h, 9h le week-end et un pic de connexion aussi entre 18h et 20h. Il y a des différences par rapport à la consommation sur le site internet en termes de pic d'audience ou de consommation? Oui, sur le site internet, c'est plutôt vers 9h, c'est quand les gens arrivent au bureau en fait. Donc aux Échos, on a vraiment une clientèle plutôt de cadres et de chefs d'entreprise. Et donc le pic de connexion, ça monte de 7 à 9 et vraiment le pic, c'est entre 9h et 9h30. Donc là, c'est effectivement, les gens écoutent ça visiblement chez eux en fait, alors qu'ils vont sur le site au bureau. Très bien. Stéphanie, vous, chez Air France, vous aviez déjà pas mal travaillé sur les bots. Et donc sur l'interactivité en temps réel justement avec vos clients. Est-ce que ça vous a aidé dans la manière dont vous avez pensé et dont vous avez développé l'application vocale? Alors, ça nous a aidés pour plusieurs raisons et puis d'un autre côté, on s'en est vraiment éloigné. Alors, ça nous a aidés. Par exemple, quand on a commencé sur les bots, on a voulu, et comme le disait Clémence, pour aller rapidement, on a voulu faire appel à une agence externe et on avait développé notre bot en 4 mois et on avait fait appel à un partenaire. Maintenant, après cette première expérience, sur la voix, on l'a fait en interne. Et là, on n'a pas eu de soucis parce qu'on avait déjà été confronté à ce genre de dialogue et d'interaction. Donc, on l'a fait en interne. Après, pour le contenu, on a vu que c'était beaucoup plus complexe que simplement le contenu chat. Donc, le chat, on s'était inspiré de tout ce qui est contenu FAQ qu'on avait déjà revu pour le rendre beaucoup plus interactif et en dialogue client. Là, pour la voix, on a vu que la complexité était beaucoup plus large. Donc, on le disait, la voix, ce qu'il faut retenir, c'est sans interface. Donc, pour un client, pour un utilisateur, c'est une expérience qui se fait sans les mains et sans les yeux. Donc, ce qui est important pour la marque, c'est de faire un flux et un dialogue le plus simple possible. Les recommandations sont de ne pas dépasser 15 secondes sur les questions et les réponses. Donc, là où sur un site web ou sur une application mobile, on peut avoir différents scénarios, des propositions un peu larges et un peu vastes, dans la voix, on ne peut pas. On est obligé vraiment de guider l'utilisateur et d'aller directement à l'essentiel. Donc, c'est toute une nouvelle façon de concevoir le dialogue avec le client. Donc, tout ce qui a été fait, c'est une base qu'on utilise, mais on doit reprendre et le faire évoluer. Donc, beaucoup de travail de reconstruction du contenu. Et ce qu'on voit, et c'est pour ça que c'est vraiment important pour les marques de se lancer dans ce genre de technologie le plus tôt possible, c'est que ce sont des compétences bien particulières. On n'avait pas ces compétences, on n'avait pas... Pour mettre en place la structure, donc on a lancé une équipe, une product team, donc un product owner qui était dédié, et puis des personnes qui designent l'expérience client, donc des UX managers. Et eux, typiquement, et ben voilà, il fallait une expertise particulière, une qualification qu'on n'avait pas. Donc ça oblige à revoir les profils et les compétences qu'on a en interne. Est-ce que ça a été le cas pour vous aussi, Clémence? Parce que justement, le travail de journaliste sur la voix n'est pas la même. C'est plutôt ce qu'on disait, un travail pour un projet pour la radio. Ça va être plus facile pour eux que pour un média écrit. Tout à fait. Alors pour l'instant, on n'a pas encore de compétences particulières. C'est mon challenge, c'est d'en obtenir. On se repose pas mal sur l'équipe vidéo qui connaît un petit peu le son quand même, mais clairement dès qu'on veut faire des choses un peu plus compliquées, ils ont pas les compétences nécessaires. Ils savent un peu monter en son, mais vraiment ce qu'ils connaissent le mieux, c'est plutôt l'image. Donc moi je pense qu'à un moment il faut effectivement faire appel à des gens qui connaissent vraiment le son, même si c'est juste pour démarrer, si c'est juste dans un premier temps, mais je pense que c'est nécessaire. Alors, il y a un enjeu aussi qui est stratégique, c'est de faire exister la marque d'un point de vue vocal, justement. Et donc, quand je veux prendre un billet pour Bali ou quand je veux avoir les news économiques, comment est-ce que vous appréhendez justement cette situation pour faire en sorte que Air France puisse répondre à cette demande ou que les Échos puissent donner l'information ?
Alors c'était tout l'enjeu sur le référencement dont on a parlé avant. Objectivement, pour l'instant, nous, on sait pas trop. On est plutôt dans l'expectative. On a commencé à mettre effectivement quelques mots clés. Alors techniquement, je suis pas la meilleure, mais je sais que la direction numérique a commencé à essayer de mettre un peu des mots clés sur le site pour que ça ressorte, notamment dans Google. Pour l'instant, et en suivant les conseils de Google, en plus, c'est pas vraiment concluant. Donc on se pose pas mal de questions en fait, effectivement, comment ça va fonctionner, comment répondre à une question, oui, je cherche l'actualité économique, comment nous on fait pour que tout ce qu'on a réponde à ça. Donc on travaille pas mal, on réfléchit à faire des flux de 30 secondes ou 1 minute qui permettrait là de répondre au moins à l'actualité du jour. Je sais pas, qu'a dit Emmanuel Macron en Afrique, puisque là il était en Afrique. Et puis nous, on aurait une petite pastille de 30 secondes, 1 minute qui répondrait à ça. Donc pour l'instant, on réfléchit plutôt à ça. Donc c'est pas forcément la même chose pour les marques, pour le coup. Mais un peu comme un Google Actu et comment on aurait répondu à Google Actu. Stéphanie, de ton côté ? Nous, pareil, on commence seulement là-dessus. Ce qu'on a vu, c'est que comme on a choisi un cas d'usage où on n'est pas sur la vente, on est vraiment sur le servicing, donc sur un client qui a déjà acheté un voyage, qui sait qu'il va voyager avec Air France, donc on n'est pas du tout dans le même contexte pour l'instant. Pareil, avec Google, on travaille sur des méthodes de référencement, mais pareil, on débute et on s'appuie sur leur expertise mais voilà, de là à dire qu'on a la solution, je m'avancerai pas jusque-là. Avec Amazon, pour l'instant, ils ne font pas encore la vente. Et dans tous les cas, on est sur... l'utilisateur va demander de dialoguer avec Air France. Après, même sur le servicing, on voit qu'on a des enjeux de positionnement marque versus... Alors, avec Amazon, c'est moins le cas, mais avec Google, Google se positionne énormément aussi sur tout ce qui est servicing. Donc nous, on a aussi beaucoup de combat pour garder notre positionnement en tant que marque qui offre un service aux clients et pas donner toute la connaissance à Google. Donc même là, on a un gros enjeu et on a eu des longs débats et d'ailleurs on a une solution sur Amazon et pas encore sur Google sur ce qu'on leur donne comme accès en information et ce qui doit rester de la main de la marque. Donc c'est important pour les marques aussi de savoir délimiter leur périmètre et de pas donner tout l'accès aux partenaires. Clémence, par rapport à la question de la monétisation, justement des contenus dans cet environnement vocal, est-ce que c'est des sujets que vous avez déjà commencé à aborder ? Oui, c'est des sujets qu'on aborde parce que c'est évidemment une question extrêmement importante et qu'on a un peu peur en fait que, notamment avec Google ou avec Amazon, mais que ça refasse un peu le coup, si je puis dire, de Google Actu et de la recherche où depuis des années, après avoir donné tout leur contenu à Google, les éditeurs essayent quand même de s'organiser pour récupérer au moins un peu d'argent avec des actions à Bruxelles. Il y a des choses qui sont passées la semaine dernière, justement. Donc c'est une des questions. Google doit... Alors j'ai pas la réponse parce qu'en fait Google doit faire un atelier sur le sujet dans 15 jours. Donc on attend de voir un peu ce qu'ils nous proposent en termes de monétisation. Et avec Amazon, pour l'instant, la question s'est pas forcément posée, mais il y a tout l'enjeu entre être présent en tant que marque, c'est ce que disait Stéphanie, sur des nouveaux appareils et se dire je vais pas y aller parce que on va tout me voler, c'est pas la solution. Et en même temps, faut pas non plus, faut quand même essayer de trouver une solution pour monétiser sur les podcasts, qui est un autre aspect, qui peuvent être aussi joués sur les assistants vocaux. On peut imaginer que c'est au début du podcast, donc il y aurait une petite pub ou un jingle ou je sais pas quoi. Mais après, sur tout le reste du contenu, c'est effectivement... Donc ce serait intégrer la publicité directement dans le contenu qui est créé. Ça, c'est ce qui peut être fait effectivement sur les podcasts. Et généralement, c'est du sponsoring, c'est-à-dire que c'est, j'ai aucune idée, Air France vous présente je ne sais quel contenu en fait. Ça, c'est assez simple, on peut l'imaginer. Après, quand c'est juste l'assistant qui va piocher chez vous pour répondre à une question, là, la monétisation, on la voit pas tellement en fait. Stéphanie, est-ce que tu as déjà quelques retours d'expérience, ou en tout cas, quels sont un peu vos KPI sur le succès de l'application, l'usage qui en est fait ?
ce qui vous permet aussi, les indicateurs qui vous permettent peut-être de réorienter la manière de concevoir l'application. Est-ce que vous avez déjà des choses ou c'est un peu tôt Alors, on n'en a pas beaucoup puisque sur Google, on ne s'est pas lancé. Enfin, on avait fait un pilote, mais qu'on n'a pas mis en production et qu'on n'a pas ouvert au public. En revanche, sur Amazon, ça Pourquoi fait... vous l'aviez pas mis en production Entre autres, puisque dans les discussions avec Google, on voulait que le client soit reconnu, le client Air France, donc offrir la possibilité pour le client d'être reconnu dans l'application. Et pour ça, il fallait attendre dans notre roadmap plus de développement. Il faut savoir qu'à chaque fois, et Amazon c'est la même chose, en fait, on développe un skill qui interagit avec tout ce qui est back-end. C'est pas simplement pousser l'information, c'est on a vraiment, sans rentrer dans la solution technique, on interagit avec nos web services, nos API pour pouvoir fournir les informations. Donc quand on parle de l'actualité des vols, par exemple sur Amazon, on est capable de voir dans les systèmes d'Air France quelle est l'actualité du vol et le pousser. Donc on a beaucoup de développement et on n'était pas capable de tout faire en temps et en heure pour Google. Donc on s'était pas lancé. Amazon, on l'a fait, mais c'est très très récent l'ouverture. Après, dans tous les cas, les KPI qu'on suit, donc il y a les utilisateurs, le nombre d'utilisateurs. Sur ce genre de solution aussi, il y a tout ce qui est retour client. Donc vraiment satisfaction client, les ratings, tous les commentaires qu'on peut avoir sont les plus grandes sources d'informations qu'on a pour quand on débute sur un produit. Du coup, peut-être en quelques mots, est-ce que s'il y avait un ou deux conseils à partager sur l'expérience que tu as pu avoir justement de lancer cette application auprès des marques dans la salle, qu'est-ce qui pour toi est le plus important en tout cas pour démarrer ? Alors, ce qui est important, justement, c'est de bien définir le cas d'usage, sur quoi travailler. Donc, nous, on le disait, si on regardait les concurrents, beaucoup s'étaient lancés dans la vente. Donc, voilà, on aurait pu suivre ça. Il faut systématiquement remettre le client au centre de la définition. On a fait des ateliers pour définir avec le client, mais qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il attend des interactions vocales ? Et on a vu que c'était pas du tout la vente qu'il attendait, c'était beaucoup plus le servicing juste avant le départ du vol. Donc déjà, remettre le client au centre, travailler avec le client, donc c'est le principe de base de tout ce qu'on fait en design thinking ou autre, mais sur ces cas-là, c'est vraiment particulièrement important. Après, tout ce qui est pareil, on fait que redire la même chose, mais en méthode agile, commencer sur un scope réduit, limité, et faire grossir, donc bien maîtriser, avoir un scope fonctionnel qu'on maîtrise. Si on ne le maîtrise pas assez, c'est pour ça que Google, on n'y est pas allé, ne pas y aller. Et quand on le maîtrise, après le faire grossir, je pense que le client est tout à fait prêt à entendre que voilà, on débute et on n'est pas capable de tout couvrir. Par contre, ce qu'on couvre, il faut bien le faire. Donc ça, c'est vraiment important. Donc la démarche de test and learn est pareil. Voilà, c'était ce que recitait Clémence, de MVP. Voilà, de faire grossir. Après l'enjeu d'y aller rapidement, je trouve c'est particulièrement important. On sait qu'il faudra être là, il faut être présent avec la voix. Plus on y va tôt et plus on peut se poser les questions un peu plus larges. Donc on l'avait vu avec les bots, au-delà de avoir construit son premier bot, il y a toutes les questions sur l'écosystème. On a fait un bot qui répond à un cas d'usage. Comment on l'intègre dans tout l'écosystème avec les autres bots qu'on va commencer sur lesquels on commence à travailler. Comment on fait en sorte de ne pas l'offrir simplement sur Messenger, parce que dans le cas du bot, on l'avait offert que sur Messenger, mais l'ouvrir en chat à partir du site web ou de l'application Air France. Pareil sur la voice. Donc on a une solution de voice. Cette solution, elle est particulièrement intéressante pour nos clients qui appellent les call centers. Comment on connecte ce qu'on a mis en place pour Amazon avec nos call centers. Donc à chaque fois, on a vraiment des questions, ça tire des questions beaucoup plus larges que ce qu'on a pu identifier sur le chatbot ou sur le voice. Donc c'est très important d'y aller tôt, de se poser ces questions et d'être capable d'anticiper, que ce soit au niveau business ou architecture, comment on va mettre en place la suite et quels sont les challenges. Effectivement, l'idée, c'est d'avoir une véritable continuité entre le site internet, l'application mobile, l'application vocale et de ne pas avoir de friction sur l'ensemble de ces échanges. Du coup, Clémence, de ton côté, est-ce qu'il y a peut-être une ou deux choses que tu voudrais partager ? Alors, c'est effectivement la même chose qu'a dit Stéphanie. Je rajouterais, et ça va avec l'écosystème, peut-être commencer par trouver son identité vocale, en fait. Si vous en avez pas, votre marque, c'est une femme, c'est un homme, elle parle comment Nous, aux Échos, on s'est posé la question pour la Google Home, puisque c'est un robot qui parle. Donc, ce robot, quel était-il Au vu de notre lectorat, on s'est dit que c'était plutôt un homme.
Ça aurait pu être une femme, mais donc pour l'instant, la voix des échos est une voix d'homme. Je sais, après, la question, est-ce un bon ou un mauvais choix, mais il faut vraiment que vous vous posiez, je pense, cette première question. Vous avez, à une époque, effectivement, fait des logos avec des couleurs qui vous représentez vous, des formes qui vous représentez vous. Maintenant, il faut trouver la voix qui vous représente, et je pense que c'est quelque chose de très important. Faut pas non plus une voix qui se fait moquer. C'est parfois le problème avec les voix de femmes, avec les robots, parce que certaines personnes aiment bien insulter les robots, du coup, voilà. Donc ça, je pense que c'est important. Après, c'est effectivement tout ce qu'a dit Stéphanie. Faut y aller maintenant, pas forcément en faisant très gros. L'avantage d'y aller tout de suite, c'est que vous pouvez, vous permettre d'être petit, d'essayer juste sur quelque chose, on vous en voudra pas. Et deux, de temps en temps, faire des erreurs. Si dans 3 ans, vous vous lancez, seulement... Vous serez obligé d'être très gros tout de suite, d'avoir un énorme écosystème vocal, et en plus, vous n'aurez pas le droit de vous planter. Donc, je pense vraiment qu'il faut y aller tout de suite. Et c'est comme ça que vous allez apprendre et pouvoir développer tout ce qui va autour de la voix et tout ce qui peut, dans votre marque ou dans un média, qu'est-ce qu'on peut faire avec justement ces commandes vocales. Est-ce que ça évoque des questions de votre côté? Pas particulièrement? Oui. Merci. Moi, j'ai une question par rapport aux 2 applications des échos, celle qui est sur Google et Alexa. Vous avez parlé tout à l'heure en termes du mix. Alexa, en fait, c'est un podcast enregistré, et sur Google, c'est effectivement l'accès finalement à vos flux RSS. Donc en termes d'expérience pour l'utilisateur, justement, on a une voix humaine d'un côté et une voix robotique de l'autre. En termes d'engagement, qu'est-ce que vous constatez comme retour d'expérience, justement? Alors, on n'a pas encore énormément de chiffres, parce que ça vient de se lancer, mais c'est sûr que l'engagement est plus important avec la voix humaine. Ça, c'est effectivement avec la voix des journalistes. Et du coup, vous envisagez de le faire évoluer aujourd'hui, l'application que vous avez mise en place pour Google? Alors, on pense à la faire évoluer en lui rajoutant du contenu humain dedans, si je puis dire. D'accord. Parce qu'en fait, au départ, c'est pas exactement les mêmes applications, parce que ça répond pas exactement à la même demande aussi de l'appareil. Et à la demande des équipes de Google ou Amazon. Amazon, l'idée, ils nous ont vraiment proposé de pouvoir s'insérer dans ce briefing quotidien, et donc de créer juste une petite capsule. Et donc dans ces cas-là, il fallait juste un petit son, quel qu'il soit. Alors que sur Google, l'idée, c'était vraiment de créer une application en tant que telle, un univers plus global qui ressemblerait peut-être plus à une application mobile, si on peut dire. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas donné la même réponse. Maintenant, on se dit, effectivement, comme on a ces podcasts, ces sons qu'on utilise pour Amazon Echo, on est en train de voir comment on pourrait les mettre effectivement dans l'application Google pour ajouter quelques petits... On a des petits éléments de voix humaine dans l'application qui sont un peu des... application Google, qui sont des petites surprises, des petites pastilles, qui est par exemple si vous demandez à parler à un des éditorialistes des Échos, qui sont à la radio, donc leur voix est connue, ils répondent à un truc du style non, je suis pas encore digitalisé ou je sais pas quoi. Enfin, on a fait des petites blagues comme ça. Mais c'est vrai que c'est tout. Ok, merci beaucoup. Merci pour le retour. C'est tout? Jean-Marc Le Gorfec, Gain Assurance Groupama. Dans les contacts que vous avez, est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent du portable ou est-ce que c'est tous des devices Alexa ou Google? Autrement dit, Google Home, je peux aussi l'activer avec mon téléphone portable. Est-ce que c'est des choses que vous constatez ou pas? Donc nous, comme on n'a pas de solution sur Google, on ne pourra pas donner les chiffres. C'est plus, pour le coup, c'est plus sur la Google Home. Mais après, on répond pas forcément à une question. Je pense que c'est typiquement votre téléphone, c'est quand vous vous promenez et donc vous allez dire effectivement où était le restaurant ou peut-être quelles sont les dernières infos parce que vous avez vu qu'il se passait quelque chose en fait. Tout d'un coup, vous êtes dans l'urgence, je sais pas, vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose, vous allez poser la question et là on peut imaginer que vous ayez une réponse vocale. Les échos sont pas là-dedans parce que on n'a pas de petites pastilles qui permettraient de répondre à la question que vous allez poser. France Info est assez bon là-dedans, c'est plutôt les meilleurs. Pour les questions de référencement, c'est que comme ils ont un flux perpétuel, ils remettent tout le temps à jour le flux qu'ils envoient à Google.
c'est de la voix. Et donc, en général, quand vous demandez les dernières actualités, on va vous servir France Info sur la Google Home. Nous, on n'est pas encore à répondre à ces questions-là d'actualité. Donc, c'est pour ça qu'on est plus sur vraiment l'objet que l'assistant qui est dans le téléphone, parce qu'on ne répond pas exactement aux mêmes usages.